J'étais dans mon 8e mois de grossesse quand tout a basculé. Ma vie à Lyon avait été tranquille jusqu'alors, bien qu'épuisante, à cause du poids de mon ventre et des douleurs lombaires qui m'accompagnaient jour et nuit. J'avais acheté cette maison dans le quartier de la Croix-Rousse, 3 ans avant de rencontrer Michel, mon mari. C'était une magnifique demeure, estimée à près de 2 millions d'euros, avec de hauts plafonds et des baies vitrées donnant sur une petite place où les anciens jouaient à la belote les après-midi. Cet après-midi d'octobre, le ciel menaçait d'orage. Les douleurs dans le bas du dos m'avaient obligée à annuler mon rendez-vous à l'hôpital et à me reposer sur le canapé du salon. Je feuilletais un magazine de maternité quand j'entendis la sonnette. C'était Madame Bernard, ma belle-mère, avec son habituel manteau de laine gris et ce sac en cuir qu'elle serrait toujours contre sa poitrine, comme s'il contenait les secrets de l'univers. « J'ai pensé venir voir comment tu allais, Lucie, » dit-elle en entrant, bien que son ton manquât de la chaleur que ses mots tentèrent de transmettre. Je remarquai quelque chose d'étrange dans son regard, tandis qu'elle parcourait le salon d'un œil critique, comme si elle évaluait chaque recoin de la maison que j'avais décorée avec tant de soin. Je lui offris un thé, mais elle le refusa d'un geste sec. Elle s'assit en face de moi, le dos droit et les mains croisées sur ses genoux. Michel apparut depuis le bureau, où il travaillait à domicile ces jours-ci, pour prendre soin de moi, bien qu'il le fît rarement vraiment. « Lucie » commença Madame Bernard d'une voix ferme. « Michel et moi avons discuté, et nous pensons que le mieux serait que tu transfères la propriété de cette maison à mon nom. » Le silence qui suivit ces paroles fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je crus avoir mal compris, que la fatigue me jouait un mauvais tour. « Pardon ?» demandai-je, en essayant de me redresser sur le canapé, tâche peu aisée avec mon énorme ventre. « C'est par sécurité, » intervint Michel, sans me regarder directement. « Maman a de l'expérience en gestion immobilière. Si quelque chose tournait mal avec l'entreprise ou avec le bébé, la maison serait protégée. » Je regardais mon mari, incrédule. De quoi parlait-il ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec le bébé, au point de justifier le transfert de ma maison, celle que j'avais achetée avec l'argent de l'héritage de mes parents, au nom de ma belle-mère ? « Je ne vois pas le rapport, » répondis-je, sentant mon cœur commencer à s'accélérer. « Cette maison, je l'ai achetée avant de te connaître, Michel. C'est ma seule sécurité. » Madame Bernard pinça les lèvres, jusqu'à n'en faire qu'une fine ligne, et se pencha en avant. « Tu fais partie de cette famille maintenant, Lucie, et dans cette famille, nous nous protégeons les uns les autres. Michel pourrait tout perdre si ton agence de design graphique a des problèmes juridiques. Est-ce cela que tu veux ? Laisser ton mari à la rue ? Mon agence était petite mais stable, et je n'avais jamais eu de problème juridique. Cette insinuation me blessa profondément, comme s'il construisait depuis un certain temps un récit sur moi qui ne correspondait pas à la réalité. Il n'y aura pas de problème juridique, Madame Bernard. Et même s'il y en avait, cette maison est à mon nom et est antérieure à mon mariage. Je ne comprends pas pourquoi nous avons cette conversation. Je vis son visage rougir progressivement. À côté de moi, Michel restait silencieux, le regard fixé sur un point indéterminé du mur, comme si les tableaux que j'avais accrochés étaient soudainement fascinants. « Michel », dis-je en cherchant son regard, « es-tu d'accord avec ça ?» Il passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était nerveux. Finalement, il me regarda, mais ses yeux manquaient de la complicité que nous avions partagée dans d'autres moments difficiles. « Je crois que maman a raison, Lucie. C'est mieux pour tout le monde, même pour le bébé. » Je sentis un pincement au ventre. La petite Sophie, comme nous avions décidé de l'appeler, semblait protester elle aussi contre cette trahison. « Je n'en crois pas mes oreilles, » dis-je en essayant de garder mon calme. « Cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec l'argent de l'assurance après l'accident de mes parents. C'est la seule chose qui me reste d'eux, en plus d'être ma sécurité pour élever notre fille. » Madame Bernard se leva brusquement, sa petite silhouette projetant une ombre étonnamment grande sur moi. « Tu as toujours été une égoïste, » s'exclama-t-elle. « Tu ne penses qu'à toi. Michel a quitté son appartement pour venir vivre avec toi, et voilà comment tu le remercies. »« C'est lui qui a voulu venir vivre ici, » répondis-je, sentant les larmes commencer à monter à mes yeux. « Je ne lui ai jamais demandé de quitter quoi que ce soit, et il paie la moitié des charges, pas l'hypothèque, parce qu'il n'y en a pas. Cette maison est payée, avec mon argent. » L'expression de Madame Bernard se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mépris si pur qu'il me glaça le sang. « Si tu ne veux pas être raisonnable, tu devrais peut-être te préparer à un divorce, » dit-elle avec un calme terrifiant.
N'est-ce pas, Michel ? Je regardais mon mari, attendant, le suppliant du regard de me défendre, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter cette folie. « C'est peut-être mieux ainsi », murmura-t-il, et je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement mon cœur, c'était la confiance, la sécurité, les projets, les rêves. Tout ce que nous avions construit ensemble pendant 3 ans de mariage s'effondrait dans ce salon que j'avais décoré avec tant d'amour. Mieux ainsi, chuchotai-je. Me menacer de divorce alors que je porte ta fille dans mon ventre. C'est mieux ainsi. Madame Bernard fit un pas vers moi, son index pointé sur moi comme un poignard. Cette maison devrait être pour mon fils, cria-t-elle. Toi, tu es arrivé avec ton argent et ton indépendance, en jouant les femmes modernes. Mais une bonne épouse met tout au nom de son mari. Mon Antoine, que son âme repose en paix, n'aurait jamais permis que j'aie des biens à mon nom. Voilà, la vraie raison. Ce n'était pas la protection, ce n'était pas la sécurité, c'était le contrôle, c'était l'envie, c'était une vision démodée de ce que devait être un mariage. Je ne suis pas vous, Madame Bernard, répondis-je, en me redressant complètement malgré la douleur. Et nous sommes en 2025, pas en 1950. Son visage se crispa en une grimace de fureur. « Hors de ma vue !» cria-t-elle. « Hors de cette maison !»« Votre maison ?» demandai-je, incrédule. « C'est ma maison. »« Michel !» ordonna-t-elle en m'ignorant complètement. « Dis-lui de partir. » Je regardais mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit, mes matins, mes projets, le père de la fille que je portais. J'attendis sa réaction, sûr qu'à ce moment crucial, il choisirait bien. Il nous choisirait. « Je crois que tu devrais partir un temps, Lucie, » dit-il finalement, sans lever les yeux du sol, jusqu'à ce que les choses se calment. Je sentis une douleur aiguë au ventre, plus intense qu'avant. Ma main vola instinctivement pour protéger mon bébé. « J'ai des contractions, » dis-je avec difficulté. « Je dois aller à l'hôpital. » Madame Bernard laissa échapper un rire sec, toujours à dramatiser. « Appelle un taxi. » Je me levai en chancelant, attrapant mon sac et mon portable. Michel restait immobile, comme une statue de sel. « Tu ne vas même pas m'emmener à l'hôpital ?» demandai-je, d'un filet de voix. Il ne répondit pas, et ce silence fut plus éloquent que n'importe quelle parole qu'il eût prononcée dans notre vie commune. Je sortis de la maison d'un pas incertain, tandis que le ciel de Lyon déversait enfin l'orage qui avait menacé tout l'après-midi. Les premières gouttes se mêlèrent à mes larmes, tandis que j'appelais un Uber d'une main tremblante. Pendant que j'attendais sous le porche, à peine protégée de la pluie, je compris que je venais de perdre bien plus qu'une dispute familiale. J'avais perdu foi en l'homme qui avait juré de me protéger. Et d'une certaine manière, j'avais aussi perdu l'innocence de croire que l'amour pouvait être inconditionnel. Je ne me souviens pas bien comment je suis arrivée à l'hôpital Édouard Herriot. Le trajet en Uber est un brouillard confus de lumière et de pluie, de contractions qui allaient et venaient comme les vagues d'une mer déchaînée. Je me souviens du chauffeur me demandant quelque chose, peut-être si j'allais bien, et moi hochant la tête mécaniquement, tout en serrant mon ventre à 2 mains, comme si je pouvais protéger Sophie de tout ce qui venait de se passer. Il me laissa aux urgences, mais je n'entrai pas tout de suite. J'avais besoin de respirer, de réfléchir, d'assimiler ce qui venait de se produire dans ma propre maison. Je m'assis sur un banc, sous le petit auvent qui protégeait l'entrée des urgences obstétricales. La pluie tombait avec force à quelques mètres, formant des flaques qui reflétaient les lumières jaunâtres de l'hôpital. Il était presque 9 heures du soir, et le ciel de Lyon était une couverture noire et lourde au-dessus de ma tête. « Madame, vous vous sentez bien ?» Un agent de sécurité s'approcha de moi, avec une expression inquiète. Il portait un uniforme bleu foncé et un badge que je ne pus lire. « Je suis enceinte », fut la seule chose que je pus dire, comme si cela expliquait pourquoi une femme enceinte de 8 mois était assise seule sur un banc, trempée et avec l'air d'avoir tout perdu. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?» demanda-t-il aimablement. Je secouai la tête. Il n'y avait personne à appeler. Ma meilleure amie, Chloé, était en voyage à Marseille pour rendre visite à sa famille. Mes parents étaient décédés 5 ans plus tôt dans ce terrible accident sur l'autoroute. Et mon mari venait de choisir sa mère plutôt que moi et notre fille à naître. « Je vais bien », mentis-je. « J'ai juste besoin d'un moment. » L'agent hocha la tête, peu convaincu, mais me laissa de l'espace. Je le vis s'éloigner vers l'entrée, d'où il me surveillerait sûrement discrètement. Je sortis mon téléphone. J'avais 3 appels manqués.
2 de Chloé, probablement pour me raconter comment se passait son voyage, et 1 d'un numéro inconnu. Aucun de Michel. Pas un seul appel ou message demandant si j'étais bien arrivée, si le bébé allait bien, si j'allais bien. Une contraction plus forte que les précédentes me plia en 2 sur le banc. Je gémis involontairement, enlaçant mon ventre. Cette fois, la douleur dura plus longtemps, et quand elle passa, je sentis une humidité entre mes jambes qui n'était pas de la pluie. « Madame !» L'agent revint en courant vers moi, accompagné d'une infirmière. « Vous saignez. » Tout se passa très vite après ça. On m'emmena en fauteuil roulant à l'intérieur, où une sage-femme d'âge mûr aux yeux aimables mais fatiguée m'aida à échanger mes vêtements trempés contre une chemise d'hôpital. « Je m'appelle Marie-Jo », dit-elle en me branchant à un moniteur fœtal. « Nous allons contrôler ses contractions et voir comment va le bébé, d'accord ?» J'acquiesçai, trop épuisée pour parler. Le son du cœur de Sophie remplit la petite pièce. Rapide, fort, constant. Au moins, elle allait bien. « Puis-je appeler quelqu'un pour vous ?» demanda Marie-Jo en ajustant le moniteur. « Votre conjoint ? Un membre de votre famille ?» Les larmes que j'avais retenues finirent par déborder. Je lui racontai tout entre 2 sanglots. La demande absurde de ma belle-mère. La trahison de Michel. Comment il m'avait mise à la porte de ma propre maison alors que j'étais enceinte de 8 mois. Marie-Jo m'écouta en silence, me tenant la main. Quand j'eus fini de parler, elle sortit un mouchoir en papier de la poche de son uniforme et me le tendit. « J'ai vu beaucoup de choses en 20 ans ici, » dit-elle doucement. « Mais je ne comprendrai jamais comment quelqu'un peut traiter ainsi une femme enceinte, et encore moins si c'est de la famille. » La médecin de garde entra à ce moment-là. La docteure Lambert, selon son badge, était une femme menue d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants noués en un chignon serré et portant des lunettes à monture rouge, qui lui donnaient un air sévère, mais intelligent. « Vous avez des contractions prématurées, » m'expliqua-t-elle après m'avoir examinée. « Le stress peut les déclencher. Nous allons vous donner des médicaments pour les arrêter et vous resterez en observation cette nuit. Mais je n'ai pas mon sac pour l'hôpital, » protestai-je faiblement. « Ni vêtements, ni rien. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » répondit la médecin. « L'important est que vous et le bébé alliez bien. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler ?» Je pensais à Chloé. Elle serait à Marseille jusqu'au week-end. Je pensais à mes voisins. Mais je n'avais pas autant de confiance avec aucun d'eux. Je pensais à Michel, et mon cœur se serra de nouveau. « Mon avocate, » dis-je finalement. « J'ai le numéro de mon avocate, maître Clémentine Moreau. Je l'ai engagée quand j'ai acheté la maison. » La de Relambert haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Elle prit note du numéro que je lui dictais et sortit de la pièce. Je restai seule avec le bip constant du moniteur fœtal comme unique compagnie. Les contractions diminuèrent progressivement grâce aux médicaments qu'on m'administra par la perfusion qu'on m'avait posée. J'essayais de dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Michel, son expression vide, son silence complice. Comment en étions-nous arrivés là ? À quel moment l'homme qui me jurait un amour éternel était-il devenu une marionnette de sa mère ? Je me souvins de notre première rencontre à cette exposition d'art contemporain au MAC Lyon. Je venais d'ouvrir mon petit studio de design graphique et il travaillait comme architecte dans un prestigieux cabinet. Il m'avait semblé intéressant, cultivé, indépendant. Nous nous étions mariés après 1 an de relation, peut-être trop rapidement, mais j'étais amoureuse, et je croyais que lui aussi. La grossesse avait été planifiée et désirée par nous deux, ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, allongée sur ce lit d'hôpital, je me demandais si tout cela n'avait été qu'une stratégie pour accéder à ma maison, à mon argent, à ma stabilité. Lucie Martin, une voix me tira de mes sombres pensées. Une femme grande et mince, dans un impeccable tailleur pantalon noir bien qu'il fût presque minuit, se tenait à la porte de ma chambre. Ses cheveux foncés étaient noués en une queue de cheval sévère, et elle portait une mallette à la main. « Je suis Clémentine Moreau », se présenta-t-elle en s'approchant. « On m'a appelé pour me dire que vous étiez ici et que vous aviez besoin de me parler d'urgence. » Je me redressai comme je pus dans le lit. « Merci d'être venue », dis-je, la voix brisée. Je ne savais qui d'autre appeler. Clémentine posa sa mallette par terre et approcha une chaise de mon lit. Elle s'assit le dos droit, évaluant mon état d'un œil professionnel mais aimable. « Que s'est-il passé, Lucie ?» Je lui racontai tout, depuis le début. La visite de Madame Bernard, la demande absurde, la trahison de Michel, comment il m'avait mise à la porte de ma propre maison. Vous êtes en train de me dire qu'ils vous ont mise à la porte de la maison que vous avez achetée avec votre argent,
alors que vous êtes enceinte de 8 mois et que votre mari n'a rien fait pour l'empêcher, résuma Clémentine quand j'eus terminé mon récit, avec une indignation à peine contenue dans sa voix. J'acquiesçai, séchant mes larmes du revers de la main. « Avez-vous les clés de votre maison ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondis-je en désignant mon sac, qu'on avait laissé dans un petit placard à côté du lit. « Mais je ne peux pas y retourner ce soir. Je ne sais pas si je pourrai y retourner un jour. »« Bien sûr que vous y retournerez, » affirma Clémentine avec une assurance qui me surprit. « C'est votre maison, Lucie. Vous l'avez achetée avant de vous marier. Elle est exclusivement à votre nom. Ni votre mari, ni bien sûr votre belle-mère, n'ont aucun droit sur elle. » Ces paroles me rendirent une partie de la force que j'avais perdue ces dernières heures. « Et s'il change les serrures ?» demandai-je, me souvenant d'une menace que Madame Bernard avait murmurée pendant que je rassemblais mes affaires. Ce serait une violation de domicile et une appropriation illicite, répondit Clémentine en sortant un carnet de sa mallette. Écoutez, Lucie, voici ce que nous allons faire. Premièrement, je vais rédiger une notification formelle exigeant qu'il quitte la propriété dans les 24 heures. Deuxièmement, je vais demander une ordonnance d'éloignement temporaire, étant donné que vous êtes enceinte et qu'ils vous ont mise dans une situation de stress qui a affecté votre santé. Troisièmement, je vais entamer les démarches pour un divorce avec toutes les garanties pour vous et votre bébé. La détermination de Clémentine m'insuffla du courage. Pour la première fois depuis que j'avais quitté ma maison, je sentis que je n'étais pas seule. Je n'ai nulle part où aller quand on me donnera mon congé, avouai-je. Toutes mes affaires sont là-bas. Clémentine ferma son carnet et me regarda droit dans les yeux. J'ai un appartement sur la presqu'île que j'utilise comme investissement. Il est meublé et disponible. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que nous récupérions votre maison, ce qui sera bientôt. Je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous le ferez, m'interrompit-elle avec fermeté. Vous me paierez un loyer raisonnable quand vous le pourrez. Maintenant, vous avez besoin de vous reposer et de penser à ce bébé. Un léger coup à la porte nous interrompit. C'était Marie-Jo, la sage-femme. Les contractions ont cessé et les paramètres du bébé sont parfaits, informa-t-elle. La Dreux-Lambert dit que vous pourrez partir demain matin si tout continue ainsi, mais vous avez besoin de repos absolu ces prochains jours. Clémentine acquiesça, prenant note mentalement. Je serai là à 9 heures pour venir vous chercher, me dit-elle en ramassant sa mallette. Essayez de dormir un peu. Quand elle partit, je restais à regarder le plafond de la chambre, écoutant le battement constant du cœur de ma fille. Soudain, je me souvins de quelque chose que ma mère me disait quand j'étais petite et que les choses devenaient difficiles. « Lucie, ma chérie, rappelle-toi qu'après la pluie vient toujours le beau temps. » Cette nuit-là, dans la solitude aseptisée de la chambre d'hôpital, je décidai que je serais moi-même ce beau temps pour ma fille. Peu importait à quel point le ciel était sombre maintenant. Je trouverais le moyen de faire revenir la lumière dans notre vie. Sans Michel, sans Madame Bernard, sans tous les mensonges et manipulations qui avaient tenté de me détruire. Pour la première fois depuis des heures, je fermai les yeux et pus dormir, bercé par le plus beau son du monde. Le cœur de Sophie, fort et courageux, comme nous devrions l'être toutes les deux à partir de maintenant. Le matin arriva avec la clarté que seul un plan d'action peut apporter. Je me réveillai avant que les infirmières ne commencent leur ronde, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La peur et la confusion de la nuit précédente avaient cédé la place à une rage froide et calculée. Une rage que, pour la première fois de ma vie, je ne comptais pas contenir. Clémentine arriva ponctuelle, comme elle l'avait promis. Elle portait un autre tailleur impeccable, gris perle cette fois, et apportait avec elle un sac de vêtements propres. Ma sœur fait à peu près votre taille, expliqua-t-elle en me tendant le sac. Ce ne sont pas des vêtements de grossesse, mais ça vous ira jusqu'à ce que nous puissions récupérer vos affaires. Je la remerciai, la gorge nouée. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à devoir emprunter des vêtements à une inconnue, parce que votre propre mari vous avait mise à la porte. Pendant que nous attendions que la Dreux-Lambert signe ma sortie, Clémentine déploya plusieurs documents sur la petite table d'appoint de la chambre. « J'ai travaillé toute la nuit », dit-elle en désignant les papiers. « Ceci est une plainte pour contrainte et menace. Ceci est la demande de mesures conservatoires, pour qu'il quitte votre propriété immédiatement. Et ceci, ajouta-t-elle en me montrant un document plus long, ce sont les préliminaires de la demande de divorce. Divorce ? Le mot sonnait étrange sur mes lèvres. Malgré tout ce qui s'était passé,
Une partie de moi continuait à ne pas assimiler que mon mariage était terminé. « Lucie !» Clémentine me regarda droit dans les yeux. Un homme qui permet qu'on mette sa femme enceinte à la porte de sa propre maison ne mérite pas une seconde chance. Mais la décision vous appartient, bien sûr. Je pensais à Michel, à son silence complice, à la façon dont il avait choisi sa mère plutôt que nous, plutôt que sa fille, qui n'était même pas encore née. « Vous avez raison, dis-je finalement. Je veux le divorce. » Clémentine acquiesça, satisfaite, et continua à m'expliquer les détails juridiques pendant que je signais les documents nécessaires. Son efficacité était réconfortante. Au moins quelqu'un savait exactement quoi faire dans ce désastre. La Dreux-Lambert entra pour me donner mon congé, accompagnée de Marie-Jo, qui s'était occupée de moi pendant la nuit. « Repos absolu », insista la médecin en me tendant une ordonnance. « Pas de stress, pas d'effort. Votre tension artérielle est toujours élevée et les contractions pourraient revenir si vous ne vous ménagez pas. Je veillerai à ce qu'elle se repose, promit Clémentine. Marie-Jo s'approcha et me serra dans ses bras d'une manière étonnamment chaleureuse pour quelqu'un que je connaissais à peine. « Prenez bien soin de vous », me chuchota-t-elle. « Et rappelez-vous que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. » Nous quittâmes l'hôpital sous un soleil timide qui perçait entre les nuages. Lyon semblait lavé par la pluie de la nuit précédente, comme si l'orage avait nettoyé non seulement les rues, mais aussi ma perspective. L'appartement de Clémentine était rue des Mariniers, à quelques pas des quais. C'était un 3e étage sans ascenseur, ce qui n'était pas idéal dans mon état. Mais Clémentine m'aida à monter lentement, nous arrêtant à chaque palier pour que je me repose. « Ce n'est pas grand-chose », s'excusa-t-elle en ouvrant la porte. « Mais c'est calme et proche de l'eau. » C'était un espace petit mais lumineux, avec un salon-salle à manger donnant sur une minuscule terrasse, une cuisine fonctionnelle, une salle de bain et une chambre. Les meubles étaient simples mais accueillants, et tout était impeccablement propre. « C'est parfait », dis-je sincèrement en me laissant tomber sur le canapé. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. »« Remerciez-moi en gagnant cette affaire », répondit Clémentine avec un sourire féroce. « Maintenant, j'ai besoin que vous me donniez quelques informations supplémentaires pour compléter la documentation. » Pendant l'heure suivante, je répondis à ses questions sur mon mariage, ma situation financière et les détails de l'achat de la maison. Je lui montrai sur mon téléphone les copies numériques de l'acte de propriété, les reçus des virements que j'avais effectués pour l'achat, et même quelques messages de Michel reconnaissant que la maison était à moi. « C'est de l'or en barre », commenta Clémentine en prenant des notes. « Nous avons un dossier solide. » Quand nous eûmes terminé, Clémentine se leva et commença à rassembler ses documents. « Je reviendrai cet après-midi après avoir déposé tout ça, » dit-elle. J'ai rempli le frigo avec le nécessaire et j'ai laissé mon numéro et celui de ma secrétaire sur la table de la cuisine. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord ? J'acquiesçai, reconnaissante de son efficacité et de sa gentillesse. Encore une chose, ajouta-t-elle avant de partir. Je vous recommanderais de ne répondre à aucun appel ou message de votre mari ou de votre belle-mère pour l'instant. Toute communication devrait passer par moi. Vous croyez qu'ils essaieront de me contacter ? Demandai-je, surprise. Après la façon dont ils m'avaient traité, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se soucient de moi. « Oh, ils le feront », répondit Clémentine avec une assurance inquiétante. « Quand ils recevront les documents juridiques, ils le feront. » Et elle avait raison. À peine 1 heure après le départ de Clémentine, mon téléphone commença à sonner. C'était Michel. Je laissai le répondeur se déclencher. Puis, Madame Bernard appela. J'ignorais également cet appel. Ensuite, arrivèrent les messages. « Lucie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Ça a dérapé. Michel, tu ne peux pas nous faire ça. Pense à la petite. Madame Bernard, un avocat vient de nous remettre des papiers. Est-ce nécessaire ? On peut régler ça en parlant. Michel. » Chaque message me confirmait que j'avais pris la bonne décision. Pas une excuse, pas une reconnaissance du mal qu'ils m'avaient causé. Seulement de l'inquiétude pour les conséquences juridiques de leurs actes. J'éteignis le téléphone et m'allongeai sur le lit, suivant les ordres de repos de la médecin. À travers la fenêtre, je pouvais voir un coin de ciel bleu et entendre le murmure lointain de la Saône. C'était étrangement paisible malgré tout. Clémentine revint au crépuscule, l'air triomphant. « Le juge a accordé les mesures conservatoires », annonça-t-elle en posant sa mallette sur la table. « Ils ont 48 heures pour quitter la propriété. » « Vraiment ? » Je me redressai, surprise par la rapidité. Je pensais que ces démarches prenaient des semaines. « Normalement, oui.
admit Clémentine. Mais nous avions plusieurs facteurs en notre faveur. La propriété est exclusivement à votre nom, vous êtes enceinte avec une grossesse à risque, et vous avez un rapport médical qui confirme que leur comportement a mis en danger votre santé et celle du bébé. Le juge Ramirez est particulièrement sensible à ces cas. Je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. D'un côté, il était réconfortant de savoir que la justice était de mon côté. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter de la réaction de Michel et de sa mère. « Et s'ils refusent de partir ?» demandai-je. « Alors nous devrions demander une expulsion forcée ?» répondit Clémentine. « Mais je ne pense pas que ça en arrivera là. Votre mari est architecte, n'est-ce pas? Il travaille pour un cabinet respectable. Il ne voudra pas d'un scandale qui pourrait affecter sa réputation professionnelle. » Elle avait raison, bien sûr. Michel avait toujours été très soucieux de son image publique. C'était en partie ce qui m'avait attiré chez lui au début. Sa sophistication apparente, son souci de faire les choses correctement. Quelle ironie que ce même souci des apparences joue maintenant en ma faveur. « Il y a autre chose que nous devrions faire », continua Clémentine en sortant sa tablette. « Changer les mots de passe de tous les systèmes de sécurité de la maison. » La maison avait un système de sécurité assez complet que j'avais moi-même installé. Caméras, alarmes, serrures électroniques. Tout se contrôlait depuis une application sur le téléphone. « Je peux le faire tout de suite », dis-je en allumant mon téléphone. J'avais 27 appels manqués et plus de 50 messages. Mais je les ignorais et allais directement à l'application de sécurité. Avec Clémentine regardant par-dessus mon épaule, je changeais tous les mots de passe et révoquais l'accès de Michel. Puis j'activais les caméras à distance. « Je veux voir ce qui se passe chez moi », expliquai-je. Les images apparurent à l'écran. Michel et Madame Bernard étaient dans le salon, se disputant vivement. Bien qu'il n'y eût pas de son, je pouvais parfaitement imaginer ce qu'ils disaient. L'expression de Madame Bernard était un mélange de fureur et d'incrédulité. Michel semblait abattu. « On dirait qu'ils ont reçu la notification », commenta Clémentine avec un sourire satisfait. Pendant que nous observions, la sonnette de la maison retentit. Michel alla ouvrir et revint accompagné d'un homme d'âge mûr en costume. À sa mallette et à son attitude, je supposais que c'était un avocat. « Ce doit être Maître Legrand », murmura Clémentine. « L'avocat de votre belle-mère. Il a la réputation d'être agressif mais pas très brillant. » Les trois s'assirent sur le canapé, le même où j'avais été assise quand tout avait commencé. L'avocat sortit quelques papiers de sa mallette et commença à parler, gesticulant avec véhémence. « Ils préparent leur contre-attaque », dit Clémentine. « Ils essaieront probablement de plaider que la maison est un bien commun ou que Michel a des droits sur elle pour y avoir vécu. »« Mais ce n'est pas vrai », protestai-je. « J'ai acheté la maison 3 ans avant de le connaître. Il n'a jamais versé 1 euro pour l'hypothèque, parce qu'il n'y en a pas. Je l'ai payé comptant. Et nous avons signé un contrat de mariage, en séparation de biens. » Clémentine me regarda avec surprise. « Un contrat de mariage ? Vous ne me l'aviez pas mentionné ? C'était l'idée de Michel, en fait, » expliquai-je, me souvenant de ce jour à l'étude du notaire. Il a dit que c'était le plus juste, que chacun conserve la propriété de ses biens antérieurs au mariage. Un sourire lent et prédateur se dessina sur le visage de Clémentine. « C'est parfait, » dit-elle. « Absolument parfait. » Nous continuâmes à observer la réunion à travers les caméras. À un moment donné, Madame Bernard parut se fâcher de ce que disait l'avocat. Elle se leva et sortit du champ pour revenir quelques minutes plus tard avec ce qui semblait être plusieurs classeurs. « Que peut-elle bien chercher ?» me demandai-je à voix haute. Je n'eus pas à attendre longtemps pour le savoir. Mon téléphone sonna avec une notification. Quelqu'un essayait d'accéder à mon bureau. La caméra de cette pièce s'activa automatiquement. Madame Bernard était là, fouillant dans mes dossiers. « Elle fouille dans mes affaires !» m'exclamai-je indignée. « C'est une violation de domicile !» dit Clémentine, composant déjà un numéro sur son téléphone. Et nous l'avons enregistré. Pendant que Clémentine parlait à quelqu'un, je supposais que c'était la police, je continuais à observer Madame Bernard. Elle semblait chercher quelque chose de spécifique. Elle ouvrit des tiroirs, vérifia des classeurs, alluma même mon ordinateur et tenta d'y accéder, sans succès. « Que peut-elle bien chercher ?» me demandai-je de nouveau. Et alors je me souvins. Dans mon bureau, je gardais les actes de propriété originaux de la maison, le contrat de mariage, tous les documents importants. Ils étaient dans un coffre-fort dissimulé derrière un tableau, dont Michel ignorait l'existence. « Elle cherche des documents qui pourraient les aider juridiquement, dis-je, mais elle ne les trouvera pas.
Ils sont en sécurité. Clémentine termina son appel et revint à mes côtés. La police est en route vers votre maison, informa-t-elle. Ils vont la prendre la main dans le sac. Effectivement, une vingtaine de minutes plus tard, nous vîmes à travers les caméras extérieures comment une voiture de patrouille s'arrêtait devant la maison. 2 agents sonnèrent à la porte. Michel ouvrit, visiblement nerveux. Les minutes suivantes furent chaotiques. Les policiers entrèrent, parlèrent avec Michel, qui semblait donner des explications confuses. Puis ils allèrent au bureau, où ils trouvèrent Madame Bernard fouillant toujours parmi mes affaires. « C'est mieux qu'un feuilleton », commenta Clémentine, sans dissimuler sa satisfaction. L'image de Madame Bernard escortée hors de mon bureau, avec une expression d'indignation, restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Michel les suivait, gesticulant désespérément, essayant probablement d'expliquer l'inexplicable. « Vont-ils l'arrêter » demandai-je. « Probablement pas », répondit Clémentine. « Mais il y aura une trace de la plainte et de la violation de domicile. Et cela, ajouté à tout le reste, renforce énormément notre dossier. » Tandis que nous regardions les policiers prendre des dépositions dans le salon, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Je suis maître David Perrin, l'avocat de Michel. Mon client souhaite parvenir à un accord amiable. Veuillez me contacter dès que possible. » Je montrai le message à Clémentine, qui sourit avec satisfaction. « Ils cèdent déjà, » dit-elle. « Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner ça. » Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je sentis que je reprenais un certain contrôle sur ma vie. Ce n'était pas seulement la satisfaction de voir Madame Bernard et Michel affronter les conséquences de leurs actes. C'était quelque chose de plus profond. La certitude que j'avais fait ce qu'il fallait en me défendant, en ne cédant pas, en luttant pour ce qui était à moi. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je à Clémentine. « Maintenant » répondit-elle avec un sourire. « Nous attendons qu'ils quittent votre maison. Et pendant ce temps, nous préparons tout pour que vous puissiez y retourner en toute sécurité. Et, bien sûr, nous nous assurons que ni votre mari ni votre belle-mère ne puissent plus s'approcher de vous sans votre consentement. » J'éteignis le téléphone et le posai sur la table. Je me sentais épuisée, mais étrangement en paix. Je caressais mon ventre, sentant les mouvements de Sophie. Elle aussi semblait plus calme. « Tout ira bien, ma petite, » lui chuchotai-je. « Maman s'occupe de tout. » Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis longtemps. Je rêvais de ma maison, des pièces pleines de lumière, du berceau que j'avais acheté pour Sophie, d'une nouvelle vie sans ombre ni manipulation, une vie qui maintenant, grâce à ma détermination et à l'aide de Clémentine, semblait à portée de main. Le tremblement de terre juridique que nous avions provoqué secouait les fondations du monde que Michel et Madame Bernard avaient tenté de construire à mes dépens. Et quand la poussière retomberait, ce serait moi qui resterais debout, plus forte que jamais, prête à accueillir ma fille dans un foyer plein de paix et de dignité. 2 jours après qu'on m'eût mise à la porte de ma propre maison, je me réveillai tôt dans l'appartement de Clémentine. L'aube commençait à peine à filtrer à travers les rideaux, teintant la pièce d'un doux ton orangé. J'avais dormi étonnamment bien, peut-être à cause de l'épuisement accumulé ou peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais protégée. Je me redressais lentement, appuyant une main sur mon ventre proéminent. Sophie bougeait avec énergie, comme si elle aussi s'était reposée et avait repris des forces. « Bonjour, ma petite », chuchotai-je, caressant le contour de ce qui semblait être un pied minuscule pressant contre ma peau. « Aujourd'hui est un jour important. » Et comment ? Selon l'ordonnance du tribunal, Michel et Madame Bernard devaient quitter ma maison avant midi. Clémentine avait tout organisé méticuleusement. Un serrurier arriverait pour changer toutes les serrures physiques, un technicien vérifierait le système de sécurité et le syndic de l'immeuble serait présent comme témoin impartial. Je me douchais et m'habillais avec les vêtements que Chloé m'avait apportés la veille. Mon ami était revenu précipitamment de Marseille en apprenant tout ce qui s'était passé, et son indignation n'avait été surpassée que par son désir de m'aider. « Je te jure que si je vois Michel, je lui arrache les yeux », avait-elle dit en me serrant dans ses bras. Je souris en me souvenant de cela, tout en enfilant une robe de grossesse bleu marine qu'elle m'avait elle-même offerte des mois auparavant. La sonnette retentit juste au moment où je finissais de me tresser les cheveux. C'était Clémentine, ponctuelle comme toujours, avec son tailleur impeccable et une expression de détermination. « Prête ?» demanda-t-elle, m'évaluant du regard. J'acquiesçais,
sentant un nœud dans l'estomac. C'était étrange de devoir récupérer quelque chose qui n'avait jamais cessé d'être à moi. « Chloé nous attend en bas », informa Clémentine en m'aidant avec le petit sac où je portais mes documents. Elle a insisté pour nous accompagner. « Crois-tu qu'ils seront là ?» demandai-je pendant que nous descendions lentement les escaliers. « J'en doute », répondit Clémentine. « Ils ont reçu la notification légale et savent qu'ils n'ont pas le choix. De plus, après l'incident avec la police, je ne pense pas que votre belle-mère veuille plus de problèmes. » Chloé nous attendait dans sa petite Renault Clio rouge. Elle me serra fort dans ses bras avant de m'aider à monter sur le siège passager. « Quel film, Lucie !» commenta-t-elle en démarrant la voiture. Si on me le racontait, je ne le croirais pas. Le trajet jusqu'à la Croix-Rousse fut silencieux. Je me surpris à mémoriser chaque rue, chaque coin, comme si c'était la première fois que je les voyais, ou peut-être comme si c'était la dernière. Bien que je récupérais ma maison, quelque chose me disait que rien ne serait plus jamais pareil. Quand nous tournâmes au coin de ma rue, je vis plusieurs véhicules garés devant ma maison. Une camionnette de serrurerie, la voiture du syndic, et un autre véhicule que je ne reconnus pas. « C'est le technicien de sécurité », expliqua Clémentine, suivant mon regard. « Et cette femme, c'est maître Martine Sorel, la notaire. Je lui ai demandé de venir pour dresser procès-verbal de toute la procédure. » Chloé se gara à quelques mètres de là. Avant de descendre de la voiture, je respirais profondément, me préparant mentalement à ce que je pourrais trouver. « Tranquille », dit Chloé en me serrant la main. « Nous sommes avec toi. » En nous approchant de la maison, le syndic, un homme âgé nommé Monsieur Duval, vint à notre rencontre. Nous nous connaissions depuis que j'avais acheté la propriété, et il avait toujours été aimable avec moi. « Madame Lucie », me salua-t-il avec une préoccupation évidente. « Comment allez-vous ?»« Mieux maintenant », répondis-je avec un sourire crispé. « Ils ont quitté la propriété ce matin tôt », informa-t-il. Je les ai vus sortir avec plusieurs valises vers 7 heures. Je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré tout, une partie de moi avait espéré que Michel essaierait de me parler, de s'expliquer, de montrer une forme de remords. Ont-ils tout laissé en ordre ? Demanda Clémentine, toujours pratique. Monsieur Duval échangea un regard embarrassé avec le serrurier qui attendait près de la porte d'entrée. Vous devriez le voir vous-même, madame, répondit-il finalement. Un mauvais pressentiment m'envahit tandis que nous avancions vers l'entrée. Le serrurier avait déjà commencé à changer la serrure principale, et ses outils éparpillés sur le sol furent le premier indice que ma vie était littéralement démontée et reconstruite. Quand nous ouvrîmes enfin la porte, je restai paralysée sur le seuil. Le salon, mon précieux salon avec ses canapés en velours bleu et ses lampes art déco, était méconnaissable. Les coussins avaient été lacérés, les rideaux arrachés, et plusieurs cadres photos gisaient brisés sur le sol. « Mon Dieu !» chuchota Chloé à côté de moi. J'avançais lentement, comme en transe, enregistrant chaque détail de la destruction. Ce n'était pas un chaos aléatoire, produit par la hâte ou la rage incontrôlée. C'était délibéré, méthodique. Ils avaient détruit sélectivement tout ce que je chérissais le plus. Le vase que m'avait offert ma grand-mère, la collection de faïences de Nevers que j'avais patiemment réunies au fil des ans, même les photographies de mes parents. « C'est du vandalisme », déclara Clémentine, déjà le téléphone à la main, prenant des photos de chaque recoin. Nous l'ajouterons à la plainte. La notaire, une femme d'âge mûr avec des lunettes à monture noire, documentait également tout d'un air grave. « N'entre pas dans la chambre du bébé », m'avertit Chloé, qui s'était avancée pour inspecter le reste de la maison. Mais il était déjà trop tard. La porte était entr'ouverte, et ce que je vis me coupa le souffle. Le berceau que j'avais choisi avec tant de soin était renversé, le matelas lacéré. Les petits vêtements que j'avais achetés pour Sophie étaient éparpillés sur le sol, certains tachés de ce qui ressemblait à du vin rouge. Sur le mur, écrit avec ce que j'espérais être de la peinture rouge, un seul mot, « salope ». Une douleur aiguë me transperça le ventre, et je dus m'appuyer sur le cadre de la porte. « Lucie, assieds-toi », ordonna Clémentine, accourant rapidement à mes côtés. « Chloé, apporte de l'eau. » Je me laissai conduire jusqu'à la cuisine, la seule pièce qui semblait avoir échappé relativement indemne à la destruction. Je m'assis sur une des chaises, respirant profondément pour calmer les nausées qui menaçaient de me submerger. « C'est l'œuvre de Madame Bernard », dis-je finalement, quand je pus parler. Michel n'aurait jamais fait une chose pareille.
Cela n'a pas d'importance maintenant, répondit Clémentine avec fermeté. Il est complice par omission, tout comme il l'a été quand ils vous ont mis à la porte. Elle avait raison, bien sûr. Et pourtant, une partie de moi continuait à chercher des excuses à l'homme que j'avais autrefois aimé. Quand étais-je devenue si pathétique? Je vais appeler la police, annonça Clémentine, composant déjà le numéro. Non, l'arrêtai-je. D'abord, je veux voir le reste de la maison. Malgré ses protestations, j'insistais pour parcourir chaque pièce, documentant méthodiquement l'étendue des dégâts. Mon bureau avait été le plus touché après la chambre du bébé. Ils avaient arraché des pages de mes carnets de croquis, renversé du café sur mon ordinateur, et même coupé certaines de mes robes préférées. Mais le plus douloureux fut de voir la photo de mon mariage en morceaux sur le lit conjugal. Quelqu'un, vraisemblablement Madame Bernard, s'était donné la peine de découper mon visage de chaque image, ne laissant que celui de Michel. Le message était clair. J'étais superflue, jetable, remplaçable. Quand nous eûmes terminé l'inspection, la notaire avait rempli plusieurs feuillets d'annotation et le serrurier avait changé toutes les serrures. Le technicien de sécurité informa qu'ils avaient tenté de manipuler les caméras, mais que grâce au système de sauvegarde dans le cloud, nous avions des enregistrements de tout ce qui s'était passé. « Il y a des images de votre belle-mère détruisant la chambre du bébé », me dit-il à voix basse. « C'est assez perturbant. » Clémentine demanda des copies de tous les enregistrements et organisa une réunion immédiate avec l'inspecteur de police qui avait traité l'incident précédent. Pendant ce temps, Chloé et moi commençâmes à nettoyer ce que nous pouvions, en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Je ramassais les morceaux d'un cadre photo quand j'entendis une voiture s'arrêter brusquement devant la maison. Je regardai par la fenêtre et vis Michel descendre précipitamment. Il semblait débraillé, les vêtements froissés et les cheveux en désordre, très loin de son image impeccable habituelle. « C'est lui », prévins-je, sentant mon cœur s'accélérer. Clémentine apparut immédiatement à mes côtés. « Vous n'êtes pas obligé de lui parler si vous ne le voulez pas », me rappela-t-elle. L'ordonnance d'éloignement est en vigueur, mais quelque chose en moi avait besoin de cette confrontation. J'avais besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois et de comprendre ce qui était arrivé à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. « Je veux le voir », décidai-je. Je sortis sur le perron, juste au moment où Michel arrivait à l'entrée. Il s'arrêta net en me voyant, comme s'il ne s'était pas attendu à me trouver là. Ses yeux parcoururent ma silhouette, s'arrêtant sur mon ventre, et pendant un instant, je vis quelque chose qui ressemblait à du remords dans son regard. « Lucie », commença-t-il, la voix brisée. Je ne savais pas. Ce n'était pas mon idée. « Quoi exactement, Michel ?» demandai-je avec un calme que je ne ressentais pas. « Me mettre à la porte de ma maison ? Ou la détruire après ? Pour la maison, c'était l'idée de ma mère, » s'empressa-t-il d'expliquer. Elle s'inquiétait si l'entreprise allait mal, pour l'avenir, et détruire la chambre de ta fille, c'était aussi son idée ? L'interrompis-je, sentant la rage remplacer la douleur. C'est aussi elle qui a écrit « salope » sur le mur ? Michel pâlit. Quoi ? Non, je ne suis pas revenue depuis hier soir. Maman a dit qu'elle avait ramassé nos affaires et que nous allions à son appartement. Donc il ne savait pas. Ou du moins, il feignait de ne pas le savoir de manière très convaincante. Peu importe, Michel, dis-je finalement. Ça n'a plus d'importance. Ce que tu as fait, ce que tu as permis, c'est irréversible. Il fit un pas en avant, tendant une main vers moi. Lucie, s'il te plaît, on peut arranger ça. C'était un malentendu, on s'est laissé emporter. Un malentendu ? L'incrédulité me fit rire. Tu appelles ça un malentendu de mettre ta femme enceinte à la porte de sa propre maison, de permettre à ta mère de m'insulter et de me menacer, de te taire pendant que je mourais de peur sur un banc d'hôpital ? Michel baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Maman peut être très... persuasive. » « Persuasive, » répétai-je, savourant l'ironie du mot. « Si persuasive qu'elle t'a convaincu de trahir ta femme et ta fille. » Nous restâmes silencieux un moment, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit flottant entre nous. Finalement, Michel reprit la parole. « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Maintenant, » répondis-je avec une sérénité qui me surprit moi-même. « Tu vas partir et tu ne reviendras pas. Les papiers du divorce arriveront à ton avocat cet après-midi. Et pour ce qui est de Sophie, nous parlerons de visite quand elle naîtra, si d'ici là tu as appris à avoir tes propres opinions. » Michel ouvrit la bouche comme s'il allait protester,
mais la referma sans rien dire. Finalement, il acquiesça, abattu. « Au moins, puis-je savoir quand elle naît ? Si tu veux faire partie de la vie de ta fille, tu devras le mériter, répondis-je. Et ça commence par respecter sa mère. » Il se retourna lentement et se dirigea vers sa voiture. Il semblait avoir vieilli soudainement, les épaules tombantes et le regard perdu. Pendant un instant, je ressentis un pincement de compassion, mais je l'étouffai rapidement. Je ne pouvais plus me permettre ce luxe. Quand la voiture de Michel disparut au coin de la rue, je rentrai dans la maison. Chloé et Clémentine m'attendèrent dans l'entrée, respectant mon intimité mais prête à me soutenir si j'en avais besoin. « Ça va ?» demanda Chloé en me serrant dans ses bras. « Ça ira », répondis-je, et pour la première fois depuis des jours, je le croyais vraiment. Cet après-midi-là, tandis que les techniciens finissaient de sécuriser la maison et qu'une équipe de nettoyage commençait à restaurer l'ordre, je m'assis sur le perron avec une tasse de thé. J'observais le soleil commencer à descendre, baignant d'or les façades du quartier de la Croix-Rousse. Mon quartier, ma maison, ma vie. Je l'avais récupérée, oui, mais ce n'était pas la même que j'avais laissée derrière moi 3 jours plus tôt. Elle était brisée, endommagée, ayant besoin de réparation. Comme moi. Mais aussi, comme moi, elle tenait toujours debout. Je réemménageais chez moi le soir même. Clémentine avait insisté pour que je reste dans son appartement jusqu'à ce que tout soit propre et réparé, mais j'avais besoin d'être là, de réclamer mon espace, de dormir sous mon propre toit. Je ne voulais pas donner à Madame Bernard la satisfaction de savoir qu'elle m'avait fait assez peur pour me tenir éloignée de mon foyer. « Au moins, laisse-moi rester avec toi », proposa Chloé. « Tu ne devrais pas être seule dans ton état. » J'acceptai son offre, reconnaissante. La maison semblait trop grande et trop vide, et les échos de la destruction résonnaient encore dans chaque recoin, bien que l'équipe de nettoyage eût fait un excellent travail. Cette première nuit fut étrange. Je dormis dans la chambre d'amis, incapable d'affronter le lit que j'avais partagé avec Michel. Chloé s'installa sur le canapé du salon, insistant pour être près de l'entrée, au cas où la sorcière aurait l'idée de revenir, comme elle dit. Je souris à sa férocité protectrice. Dans des moments pareils, les vrais amis valent plus que n'importe quel système de sécurité. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit, sobresautant à des bruits imaginaires ou aux coups de pied de Sophie, de plus en plus forts à mesure que sa naissance approchait. Dans la pénombre de la chambre, je caressais mon ventre et lui chuchotais des promesses, qu'elle ne serait jamais seule, que je la protégerais toujours, que je construirais pour elle un foyer plein d'amour et de respect. « Ton papa a fait des erreurs », lui dis-je à voix basse, « mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Nous irons bien toutes les deux. » Le lendemain matin, Chloé et moi prîmes le petit déjeuner sur la terrasse. C'était une journée typique de Lyon, avec un ciel si bleu que ça faisait presque mal aux yeux de le regarder et une brise douce qui apportait l'arôme des tilleuls en fleurs. Nous discutâmes des plans pour les réparations nécessaires et Chloé proposa de m'aider à redécorer la chambre du bébé. « On pourrait la peindre en jaune », suggéra-t-elle. « C'est une couleur joyeuse et neutre, et on pourrait mettre ces affiches d'animaux qu'on a vues dans la boutique du centre-ville. »« Ça a l'air parfait », acquiesçai-je, reconnaissante de son enthousiasme. La sonnette retentit juste au moment où nous ramassions les assiettes. Je me tendis instinctivement, mais Chloé me tranquillisa. « Ce doit être l'équipe de peintres, » dit-elle. Clémentine a mentionné qu'ils viendraient ce matin. Effectivement, c'étaient les peintres engagés pour restaurer les murs endommagés, en particulier celui de la chambre du bébé. Je leur montrai ce qu'il fallait faire et fus surprise de leur efficacité. En quelques heures, l'horrible mot que Madame Bernard avait écrit disparut sous des couches de peinture fraîche. Pendant que les ouvriers travaillaient, je m'assis dans mon bureau pour constater les dégâts. Mon ordinateur était irrécupérable, mais heureusement, toutes mes créations et mes designs étaient sauvegardés dans le cloud. Les croquis physiques, cependant, étaient détruits. Des années de travail, d'inspiration, réduites à des lambeaux de papier. Étonnamment, je ne ressentis pas l'angoisse à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, j'éprouvais une étrange sensation de libération. Peut-être était-il temps de repartir à zéro, d'explorer de nouvelles directions créatives. Ma vie personnelle changeait radicalement. Pourquoi pas ma vie professionnelle aussi? J'ouvris ma tablette et créai un nouveau dossier, Renaissance. Là, je commençais à esquisser des idées pour une collection de designs inspirés par la maternité,
la transformation, la capacité de résilience de l'esprit humain. Les images coulèrent de mes doigts avec une facilité que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'étais tellement absorbée par mon travail que je remarquais à peine le passage des heures. Chloé dut m'appeler plusieurs fois pour que je vienne déjeuner. « Tu as l'air différente », commenta-t-elle pendant que nous partagions une salade. « Plus, je ne sais pas, plus centrée ?» Je réfléchis à ces paroles. Oui, je me sentais différente. La trahison de Michel et de sa mère avait été dévastatrice, mais aussi révélatrice. Elle m'avait montré une vérité que j'ignorais peut-être depuis un certain temps, que la sécurité ne vient pas du fait d'avoir quelqu'un à ses côtés, mais de savoir que l'on peut se tenir debout quand cette personne vous fait défaut. « Je crois que j'ai enfin compris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, » répondis-je finalement. « Amen à ça !» trinqua Chloé en levant son verre de jus de fruits. Les jours suivants, nous établîmes une routine. Chloé restait avec moi la nuit et rentrait chez elle pendant la journée pour s'occuper de son travail d'institutrice. J'alternais entre la supervision des réparations de la maison et le travail sur mes nouveaux designs, qui prenaient en forme de manière prometteuse. Clémentine passait chaque après-midi pour m'informer des avancées juridiques. Le divorce était en cours, et grâce au contrat de mariage et aux preuves du comportement de Michel, tout indiquait qu'il serait relativement rapide et favorable pour moi. Nous avançons également avec la plainte pour dommages et intérêts, m'expliqua-t-elle un après-midi, pendant que nous examinions des documents dans le salon fraîchement restauré. Les enregistrements de sécurité sont des preuves irréfutables. Votre belle-mère pourrait faire face à des poursuites pénales. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, dis-je, me surprenant moi-même. Je veux juste qu'elle nous laisse en paix, Sophie et moi. Clémentine me regarda avec curiosité. Vous êtes sûre ? Après tout ce qu'elle vous a fait ? J'acquiesçai, pensive. La vengeance consomme trop d'énergie, expliquai-je. Et j'aurais besoin de toute mon énergie pour élever ma fille et reconstruire ma vie. Une semaine après, le matin du règlement de compte, comme Chloé avait baptisé le jour où j'avais récupéré ma maison, je reçus une lettre. Elle n'avait pas d'expéditeur, mais je reconnus l'écriture de Michel sur l'enveloppe. Mon premier réflexe fut de la déchirer sans la lire, mais quelque chose me retint. Je l'ouvris d'une main tremblante et lus son contenu. « Lucie, je n'attends pas que tu me pardonnes. Ce que j'ai fait, ou plutôt, ce que je n'ai pas fait quand j'aurais dû le faire, est impardonnable. J'ai été un lâche et un mauvais mari. Et maintenant, je serai aussi un père absent, du moins au début. J'ai accepté un travail à Lille. Je pense que la distance est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde en ce moment. Ma mère restera à Lyon, mais je lui ai clairement fait comprendre qu'elle doit se tenir éloignée de toi et de la petite. Je ne sais pas si elle m'écoutera, mais je veux que tu saches que je ne suis plus sous son influence. Trop tard, je sais. Je te laisse le numéro de mon nouveau portable. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, pour toi ou pour le bébé, s'il te plaît, appelle-moi. Je respecterai ton espace et tes décisions, mais je veux que tu saches que je suis là. Michel. Je pliai lentement la lettre et la rangeai dans un tiroir. Je ne ressentais ni rage ni douleur, seulement une sorte de triste acceptation. Le Michel que j'avais aimé n'existait plus, si tant est qu'il eût jamais réellement existé. Et l'homme qui avait pris sa place était un inconnu avec qui, un jour, je devrais négocier la relation avec notre fille. Cette nuit-là, pendant que Chloé dormait dans la chambre d'amis, j'entrai pour la première fois dans la chambre principale. On avait changé le matelas et le linge de lit, mais l'essence de la pièce restait la même. Je m'assis sur le bord du lit, passant la main sur le nouveau couvre-lit. Je pouvais le faire. Je pouvais réclamer cet espace, ce moment, cette vie. Je pouvais transformer les cendres de mon mariage en la fondation de quelque chose de nouveau et de meilleur. Je me levai et commençai à déplacer des meubles, à réorganiser l'espace. J'enlevai les tableaux que nous avions choisis ensemble et les remplaçai par d'autres qui avaient été rangés. Je changeai l'orientation du lit, déplaçant la tête de lit contre le mur opposé. C'était un geste symbolique, mais puissant. Je ne dormirais plus dans notre chambre, mais dans la mienne. Au fur et à mesure que le mois avançait, la maison se transforma. La chambre du bébé, maintenant peinte d'un doux jaune citron, était presque prête. Chloé et moi avions passé des heures à monter le nouveau berceau, riant lorsque les instructions s'avéraient être un hiéroglyphe impossible, célébrant lorsque nous avions enfin réussi à assembler toutes les pièces. Mon studio commença également à prendre forme. J'achetai un nouvel ordinateur et organisai mon espace de travail de manière plus efficace. Mes nouveaux designs recevaient de bonnes critiques de mes clients habituels
et un important magazine de mode s'était intéressé à ma collection Renaissance pour un article sur les designers émergents. « Tu devrais créer un blog », suggéra Chloé un après-midi, pendant que nous classions les vêtements du bébé. « Raconter ton expérience. Ça aiderait sûrement d'autres femmes dans des situations similaires. » L'idée me parut intéressante. J'avais toujours utilisé le design comme moyen d'expression, mais peut-être que les mots pouvaient aussi être un outil puissant. Le soir même, après le départ de Chloé, maintenant que la maison était complètement restaurée et sécurisée, nous avions convenu qu'il n'était plus nécessaire qu'elle reste toutes les nuits. J'ouvris mon ordinateur et commençai à écrire. J'intitulais mon premier article « La trahison dans le salon » et racontais, sans filtre mais aussi sans rancune, ce qui s'était passé ce jour-là. Écrire se révéla étonnamment thérapeutique. Les mots coulaient, ordonnant mes pensées, donnant un sens à ce que j'avais vécu. Quand j'eus terminé, j'hésitais avant d'appuyer sur « Publier ». Étais-je prête à partager quelque chose d'aussi personnel avec le monde? Que penseraient les gens? Me jugeraient-ils? Au diable, murmurai-je, et j'appuyai sur le bouton. Je partis me coucher sans grandes attentes. Peut-être qu'une amie le lirait, peut-être qu'une inconnue s'identifierait à mon histoire. Mais quand je me réveillai le lendemain matin, ma boîte de réception était pleine de notifications. Des centaines de femmes avaient lu mon article et beaucoup avaient laissé des commentaires, partageant leurs propres histoires de trahison familiale, de conjoints qui avaient choisi leur mère plutôt qu'elle, de lutte pour reprendre le contrôle de leur vie. « Tu m'as fait me sentir moins seule », écrivit l'une. « Ta force m'a inspirée à quitter mon mari manipulateur », confessa une autre. « Je suis enceinte, et ma belle-mère essaie aussi de tout contrôler. Merci de m'avoir montré que je peux me défendre », commenta une troisième. Je fus stupéfaite par la réponse. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma situation était courante. Combien de femmes luttaient en silence contre des dynamiques familiales toxiques, contre des partenaires faibles, contre la perte d'autonomie. J'écrivis un deuxième article, puis un troisième. Je partageais des détails sur le processus juridique, sur la façon dont j'avais récupéré ma maison, sur les petites victoires quotidiennes sur mon chemin vers l'indépendance émotionnelle. Le blog grandit rapidement, devenant une communauté où les femmes pouvaient échanger des conseils, du soutien et de l'espoir. Un après-midi, alors que je répondais à des commentaires, je sentis une contraction plus forte que d'habitude. Je m'arrêtai, regardant le calendrier. J'étais dans ma 38e semaine, pratiquement à terme. La contraction passa et je continuai mon travail. Mais 20 minutes plus tard, une autre vint, puis encore une autre. « C'est l'heure, Sophie », chuchotai-je en caressant mon ventre. « Nous sommes prêtes à nous rencontrer. » J'appelai Chloé, qui arriva en un temps record, avec le sac de maternité que nous avions préparé des semaines auparavant, et une expression de panique comique sur le visage. « N'ose pas avoir cette petite dans la voiture », m'avertit-elle en m'aidant à descendre les escaliers. « Tranquille », ris-je entre deux contractions. Les primipares mettent généralement des heures. J'avais raison. L'accouchement fut long, épuisant, et finalement, le moment le plus extraordinaire de ma vie. Quand on posa Sophie sur ma poitrine, petite, ridée et parfaite, tout le reste disparut. Les trahisons, les pertes, la douleur, tout se dilua devant l'immensité de ce moment. « Bonjour ma petite », chuchotai-je pendant qu'elle ouvrait ses yeux pour la première fois, sombre et curieux. Je t'attendais. Chloé, qui était restée à mes côtés pendant tout le processus, pleurait sans retenue. Elle est magnifique, Lucie. Elle est tout simplement parfaite. Et elle l'était. Parfaite non pas parce qu'elle était belle, ce qu'elle était, mais parce qu'elle était réelle, parce qu'elle était là, parce qu'elle avait survécu à tout ce que nous avions traversé ensemble. Pendant que la sage-femme emmenait Sophie pour la peser et la mesurer, je sortis mon téléphone et écrivis un message. Il fut bref et direct. Sophie Martin est née aujourd'hui à 3h27 du matin. 3,2 kilos, mère et fille en parfaite santé. Je l'envoyais au numéro que Michel m'avait laissé dans sa lettre. Je ne savais pas s'il répondrait, ni même s'il utilisait toujours ce numéro. Et, sincèrement, à ce moment-là, cela m'importait peu. J'avais rempli ce que je considérais comme mon obligation morale, mais mon attention était complètement centrée sur le petit miracle qui venait d'entrer dans ma vie. Quand nous nous installâmes dans la chambre, avec Sophie dormant paisiblement dans son berceau d'hôpital, j'allumai ma tablette et écrivis le titre de mon prochain article. « Reconstruire selon mes termes, la naissance d'une nouvelle vie ».
parce que c'était exactement ce que nous faisions, Sophie et moi. Construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, quelque chose que personne ne pourrait jamais nous arracher. Le jour où Sophie eut 1 mois, je me réveillai avant l'aube avec ses doux pleurs à travers le babyphone. Je me levai automatiquement, avec ce mélange étrange d'épuisement et d'alerte que seules les jeunes mères connaissent. Mon corps fonctionnait par pur instinct, guidé par les besoins de ce petit être qui avait complètement reconfiguré mon existence. Je la trouvai dans son berceau, les poings serrés et le visage rougi par l'effort de pleurer. En me voyant, ses yeux se fixèrent sur moi avec cette reconnaissance primitive et puissante qui m'émouvait toujours. « Je suis là, ma vie », chuchotai-je en la prenant dans mes bras. Je m'assis dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre et l'installai pour l'allaiter. Dehors, Lion dormait encore. Le ciel commençait à s'éclaircir, se teignant de ce bleu pâle qui précède l'aube. Je contemplais ma fille pendant qu'elle se nourrissait, concentrée sur cette tâche comme si c'était la mission la plus importante de l'univers. Et c'était le cas, pour nous deux. À ce moment de quiétude, avec Sophie dans mes bras et le monde encore silencieux, une sensation de paix si profonde m'envahit qu'elle en était presque douloureuse. Ce fut un mois intense, plein de défis et de découvertes. Apprendre à être mère, à déchiffrer les besoins de Sophie, à fonctionner avec peu d'heures de sommeil fragmenté, mais ce fut aussi un mois de joie pure, de connexion, d'émerveillement devant chaque petit changement chez ma fille. « Joyeux mois anniversaire, ma petite », murmurai-je en caressant sa joue douce. Elle continua de téter, étrangère à la célébration, mais ses yeux, chaque jour plus éveillés, ne quittaient pas mon visage. Quand elle eut fini de se nourrir, je la plaçai sur mon épaule pour lui faire son rot, un rituel que je maîtrisais déjà, avec une certaine aisance. Ensuite, au lieu de la recoucher, je décidai de l'emmener avec moi sur la terrasse. Je voulais qu'elle voie son premier lever de soleil, bien qu'elle fût probablement trop petite pour l'apprécier. Nous nous assîmes sur la chaise longue que j'avais placée stratégiquement pour ces moments. Je couvris Sophie d'une couverture légère et l'installai sur ma poitrine, sa petite tête sous mon menton, son corps minuscule s'ajustant parfaitement contre le mien. De là, nous avions une vue privilégiée sur le ciel, qui commençait à se teinter d'oranges et de roses. « Regarde, Sophie », chuchotai-je. « Le monde te souhaite la bienvenue. » Pendant que nous observions le spectacle du lever de soleil, mon esprit divagua vers les événements des derniers mois. La trahison de Michel et de Madame Bernard, la nuit à l'hôpital, la bataille juridique, la récupération de ma maison. Tout semblait si lointain maintenant, comme si cela s'était produit dans une autre vie ou à une autre personne. Le blog que j'avais lancé presque par hasard était devenu un phénomène inattendu. Des milliers de femmes le suivaient maintenant, partageant leurs propres histoires, cherchant et offrant des conseils. J'avais créé, sans le vouloir, une communauté de soutien pour les femmes confrontées à des situations similaires à la mienne. La semaine précédente, un magazine digital féministe m'avait contacté pour une interview. « Votre histoire inspire beaucoup de femmes à prendre le contrôle de leur vie », m'avait dit la journaliste. « Vous êtes un symbole de résilience. » L'idée me paraissait étrange. Je ne me voyais ni comme un symbole, ni comme une inspiration. J'avais seulement fait le nécessaire pour survivre, pour protéger ma fille, pour maintenir ma dignité. Mais si mon expérience pouvait aider d'autres femmes, j'étais prête à la partager. Sophie bougea légèrement contre ma poitrine, me ramenant au présent. Ses petits yeux s'étaient rouverts et semblaient observer avec curiosité le ciel qui changeait au-dessus de nous. « Ça te plaît ?» lui demandai-je doucement. « C'est à toi aussi, tout ce ciel, tout ce monde. Et personne ne pourra jamais te l'enlever. » La sonnette retentit, me surprenant. Il était trop tôt pour des visites. Je me levai avec précaution, tenant fermement Sophie contre moi, et entrai dans la maison. À travers la caméra de sécurité, je vis Michel, debout devant la porte, l'air nerveux. Il portait un bouquet de fleurs et un paquet sous le bras. J'hésitai un moment. Depuis la naissance de Sophie, nous n'avions échangé que quelques messages brefs. Il avait répondu à mon annonce par un simple « Merci de m'avoir prévenu. Je suis content que vous alliez bien. Quand tu penseras que c'est approprié, j'aimerais la rencontrer. » Je n'avais pas répondu. J'avais besoin de temps. Et maintenant il était là, sans prévenir, à 6h du matin un samedi. Je respirai profondément et ouvris la porte. « Lucie », dit-il, d'une voix qui tentait de paraître ferme mais tremblait légèrement. « Je sais que j'aurais dû appeler avant, mais
Son regard se détourna vers le paquet emmailloté contre ma poitrine. « C'est... oui, » répondis-je. « C'est Sophie. » Un silence inconfortable s'installa entre nous. Michel semblait ne pas savoir quoi faire ni dire. Finalement, il tendit le bouquet de fleurs, des lys blancs, mes préférés. Au moins, il s'en souvenait. « Félicitations, » murmura-t-il, « pour le premier mois de la petite, et pour tout le reste. » Je le regardais fixement, l'évaluant. Il semblait différent, plus mince, plus vieilli, mais aussi plus présent. Ses yeux ne fuyaient pas les miens comme il le faisait habituellement quand sa mère était là. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il finalement. « Juste quelques minutes, pour la rencontrer. » Je considérais mes options. Je pouvais refuser, bien sûr. J'en avais tout à fait le droit après ce qui s'était passé. Mais quelque chose dans son expression, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant, me fit acquiescer et m'écarter pour le laisser entrer. « Elle dort », prévins-je en le conduisant au salon. « Et elle vient de manger, alors ne la bouge pas trop. » Michel acquiesça, me suivant avec un mélange d'anxiété et de révérence. Je m'assis sur le canapé et avec une infinie précaution, j'écartai la couverture pour révéler le visage de Sophie. « Mon Dieu !» chuchota Michel en s'asseyant à côté de nous. « Elle est magnifique !» Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sophie ouvrit les yeux, ses yeux sombres et curieux qui m'avaient déjà complètement envoûtée, et regarda directement son père. Ce fut un moment étrange, comme si d'une manière ou d'une autre elle savait qui il était, comme si elle le reconnaissait à un niveau qui dépassait la compréhension. « Bonjour Sophie », dit Michel, la voix brisée. « Je suis ton papa. » Il tendit une main tremblante vers elle, s'arrêtant à mi-chemin, comme s'il craignait de la toucher. Il me regarda, demandant silencieusement la permission. J'acquiesçai, et il posa doucement un doigt sur la petite main de Sophie. Elle réagit instinctivement, fermant ses minuscules doigts autour du sien. « Elle a de la force », commenta-t-il, avec un mélange de fierté et d'étonnement. « Comme sa mère », répondis-je, sans pouvoir éviter une pointe de dureté. Michel acquiesça, acceptant l'indirect sans protester. « Lucie », commença-t-il, sans détourner le regard de sa fille. « Je sais que je ne mérite rien de toi, ni ton pardon, ni ta confiance, ni même ces minutes que tu me donnes avec Sophie. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne suis pas venu te demander de nous remettre ensemble, » continua-t-il. « Je sais que c'est impossible. Je suis venu te dire que je suis en thérapie, que je travaille sur mes problèmes, sur ma dépendance envers ma mère. » Cela me surprit. Michel avait toujours nié avoir une relation problématique avec Madame Bernard. Il avait toujours justifié son comportement, l'attribuant à l'amour maternel ou à l'inquiétude. « Qu'est-ce qui t'a fait changer ?» demandai-je, sincèrement curieuse. « Toi », répondit-il simplement. « Ou plutôt, te perdre. Te voir reconstruire ta vie sans moi, te voir être plus forte que je ne l'ai jamais été. Et puis, quand Sophie est née, il fit une pause, déglutissant. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je perdrais l'occasion de faire partie de sa vie. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas être le père absent qui n'apparaît qu'aux anniversaires et à Noël. » Ces paroles semblaient sincères, mais j'avais appris à mes dépens à ne pas faire confiance aveuglément. Surtout aux promesses de changement. « Et ta mère ?» demandai-je. « C'est elle que tu es ici ?» Une expression de détermination traversa son visage. « Elle ne vit pas avec moi à Lille, si c'est ce que tu demandes. Et j'ai établi des limites claires avec elle. Elle n'a pas le droit de parler de toi, ni de Sophie, ni de s'immiscer dans mes décisions. » « Et elle a accepté ça ?» demandai-je, sceptique. « Non, » reconnut Michel avec un sourire triste. « En fait, nous ne nous parlons plus depuis 3 semaines. Mais c'est un prix que je suis prêt à payer. » Sophie commença à s'agiter, sentant peut-être la tension dans l'air. Je la berçai doucement, fredonnant une berceuse que j'avais improvisée lors de nos longues nuits ensemble. Ça fonctionna, comme toujours. Ses paupières commencèrent à se refermer. « Tu es une mère incroyable », murmura Michel en nous observant. « Je le suis », confirmai-je, sans fausse modestie. « Et je compte bien le rester, avec ou sans ton aide. » Michel acquiesça, acceptant la réalité de notre situation. « La seule chose que je demande, c'est une chance de faire partie de sa vie, » dit-il finalement.
de la manière que tu jugeras appropriée. Si tu veux que nous commencions par des visites supervisées, ou seulement quelques heures par semaine, je l'accepterai. Juste, ne m'exclus pas complètement. C'était une demande raisonnable. Malgré tout ce qui s'était passé, il restait le père de Sophie. Et s'il s'efforçait réellement de changer, peut-être méritait-il cette chance. Nous pouvons commencer par des visites ici, chez moi, décidai-je. Une fois par semaine, pour quelques heures. Nous verrons comment ça se passe. Le soulagement sur son visage fut évident. Il acquiesça plusieurs fois, comme s'il ne faisait pas confiance à sa voix pour répondre. « Merci », dit-il finalement. Il se leva, comprenant que la visite était terminée. Avant de partir, il laissa le paquet qu'il avait apporté sur la table. « C'est un album photo », expliqua-t-il. « J'ai pensé que tu en voudrais peut-être un nouveau, après... Enfin, après tout. » Le geste me toucha plus que je ne l'aurais cru. C'était petit mais significatif. Une reconnaissance du mal causé et une tentative de le réparer d'une manière ou d'une autre. « Merci », dis-je. Et pour la première fois depuis que tout était arrivé, je lui offris un sourire sincère, bien que petit. Quand il partit, je retournai sur la terrasse avec Sophie. Le soleil était déjà complètement levé, baignant la ville de sa lumière dorée. Nous restâmes là un moment de plus, profitant du matin, de la paix, de la sensation d'être exactement là où nous devions être. Plus tard, pendant que Sophie dormait dans son berceau, j'ouvris mon ordinateur pour écrire l'article hebdomadaire de mon blog. J'avais repoussé ce sujet particulier, incertaine de la manière de l'aborder. Mais après la visite de Michel, je sentais que le moment était venu. J'intitulai l'article « Le pardon comme une forme de pouvoir » et commençai à écrire. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'ai pardonné à mon ex-mari et à mon ex-belle-mère pour ce qu'ils m'ont fait. La vérité est compliquée. Je ne crois pas que le pardon soit quelque chose que l'on puisse donner ou refuser comme un objet. Je crois que c'est un processus, un chemin que nous parcourons à notre propre rythme. Je ne suis pas prête à pardonner complètement, et je ne sais pas si je le serai un jour. Mais je suis prête à laisser partir la rancœur, la rage, le désir de vengeance. Pas pour eux, mais pour moi, pour ma fille. Parce que ces émotions sont des fardeaux que je ne veux pas porter pendant que je construis notre nouvelle vie. Aujourd'hui, mon ex-mari a rencontré notre fille. Ce fut un moment étrange, plein d'émotions contradictoires. Mais ce fut aussi un rappel que les gens peuvent changer s'ils le désirent réellement, et que parfois, la victoire la plus douce n'est pas celle qui écrase l'adversaire, mais celle qui nous permet de nous reconstruire plus forts, plus sages, plus complets. Je continuai à écrire, partageant mes réflexions sur la maternité, l'indépendance, le processus de guérison. Quand j'eus terminé, je relus l'article et ressentis une vague de fierté. Non pas pour les mots eux-mêmes, mais pour le chemin qu'ils décrivaient, pour la femme que j'étais devenue à travers la douleur et l'adversité. Le babyphone émit un léger gazouillis. Sophie se réveillait de sa sieste. Je fermai l'ordinateur et me dirigeai vers sa chambre, ressentant ce mélange familier de fatigue et d'anticipation. Chaque réveil de ma fille était une nouvelle opportunité, un nouveau commencement, un nouveau chapitre de notre histoire. Je la trouvai éveillée mais calme, explorant le monde avec ses yeux curieux. Je la pris dans mes bras et ressentis cet amour débordant qui me surprenait toujours par son intensité. « Tu sais quoi, Sophie ?» lui dis-je en la changeant. « Ni parfois, les pires tempêtes apportent les plus beaux arcs-en-ciel. » Elle me regarda comme si elle comprenait parfaitement ce que je voulais dire, et peut-être que c'était le cas. Peut-être, à sa manière, avait-elle aussi senti la tempête, la peur, l'incertitude. Et maintenant, elle aussi découvrait un monde nouveau, plein de possibilités. Nous passâmes le reste de la journée ensemble, dans notre bulle d'amour et de découverte. Chloé vint nous rendre visite l'après-midi, apportant un petit gâteau pour célébrer le 1er mois de Sophie. « Voilà ce que j'appelle une victoire », commenta-t-elle en observant Sophie somnoler dans mes bras après une tétée particulièrement satisfaisante. « Regarde-toi, Lucie. Tu es plus forte, plus heureuse, plus toi-même que jamais. » Elle avait raison. Malgré tout ce qui s'était passé, ou peut-être à cause de cela, je me sentais plus authentique, plus connectée à mon vrai moi que je ne l'avais jamais été. J'avais découvert une force que je ne savais pas posséder, une capacité de résilience qui m'étonnait chaque jour. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» répondis-je. « C'est que si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien, pas même les moments les plus douloureux.
Parce que tout ça m'a amenée ici, à ce moment, à cette version de moi-même. Et je suis en paix avec ça. Chloé sourit, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. Elle avait été à mes côtés pendant tout le processus, avait vu ma descente aux enfers et ma lente mais constante remontée vers la lumière. Ça, mon ami, dit-elle en levant sa tasse de thé dans un toast symbolique, c'est le genre de victoire que personne ne pourra jamais t'arracher. Cette nuit-là, en couchant Sophie dans son berceau après la dernière tétée, je restai un moment à l'observer dormir, sa respiration douce et régulière, ses petites mains s'agitant occasionnellement dans quelques rêves inconnus, la perfection absolue de son être. Je te promets quelque chose, ma petite fille, chuchotai-je. Je n'oublierai jamais les leçons que j'ai apprises grâce à toi. Je ne permettrai jamais à personne de diminuer ma valeur ou la tienne. Et toujours, je me battrai pour te donner le genre de vie que tu mérites, pleine d'amour, de respect, de dignité. Sophie continua de dormir, étrangère à mes promesses, mais je sentis que d'une manière ou d'une autre, elle m'avait entendu, que notre lien allait au-delà des mots, au-delà même de la compréhension consciente. Je sortis silencieusement de la chambre et me dirigeai vers ma chambre. À travers la fenêtre, je pouvais voir un fragment de ciel étoilé. La même lune que j'avais contemplée cette nuit-là sur le banc de l'hôpital, seule et effrayée, brillait maintenant sur un foyer reconstruit, sur une vie renaissante. Et à ce moment-là, avec une clarté qui me remplit de paix, je compris la vraie nature de la victoire. Ce n'était pas la vengeance, ni la justice, ni même la revendication. C'était ceci, la capacité de reconstruire, de renaître, de transformer la douleur en force et la peur en détermination. Je me couchais, sachant que dans quelques heures, Sophie me réveillerait pour sa tétée nocturne. Mais pour la première fois, je ne ressentis pas d'anxiété à la perspective d'un sommeil interrompu. Au lieu de cela, je ressentis de la gratitude. Pour chaque moment, pour chaque défi, pour chaque larme et chaque sourire qui m'avait amené jusqu'ici. À cet endroit où, finalement, je pouvais respirer en paix. Où, enfin, j'étais complètement libre.